Les cassettes vidéo préenregistrées sont des œuvres protégées par les lois sur les droits d'auteur et ne peuvent être copiées sans l'accord du titulaire de reproduction. Le fait de copier de telles œuvres entraîne la responsabilité civile et ou pénale du copieur, ainsi que le paiement d'amendes et ou de dommages et intérêts. Cette cassette vidéo et le film qu'elle comporte sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés. Dans le cadre de notre école de montage PC, nous vous proposons une vidéo d'aide à l'assemblage et au montage de nos solutions micro. En détaillant les différentes étapes aboutissant au montage complet de votre solution PC, nous vous présenterons, outre l'importance des différentes pièces d'un PC et leurs fonctions, le plaisir de construire votre compagnon idéal. Tous les éléments à assembler doivent être laissés dans leur conditionnement respectif. Ceci afin de les protéger, mais également afin d'éviter d'en perdre le contenu, vis et autres accessoires. Le seul outil nécessaire sera le tournevis. Prenez soin de le magnétiser préalablement à l'aide d'un aimant. Ici, on se sert de l'aimant du petit haut-parleur. En étalant soigneusement les différents éléments à assembler, vous disposez au minimum d'un boîtier PC, d'un disque dur, d'un lecteur de disquette, le plus couramment utilisé maintenant est le 3 pouces et demi, d'une carte mère avec son microprocesseur et ses extensions de mémoires éventuelles, d'une carte vidéo, d'une carte contrôleur, d'un système d'exploitation, en l'occurrence MS-DOS 6, d'un écran et enfin d'un clavier. Quelques précautions d'usage sont indispensables au bon déroulement du montage de votre PC. Premièrement, il faut éviter de rentrer en contact avec les différents composants électroniques, notamment du fait de l'électricité statique. Ensuite, il ne faut jamais laisser tomber ou tordre de quelque manière que ce soit un des éléments de l'assemblage. Et finalement, n'hésitez pas à vérifier dans la documentation jointe un point de montage qui ne vous semblerait pas clair. Ces informations et aides additionnelles compléteront utilement les séquences présentées. Après avoir choisi une surface de travail plane et suffisamment spacieuse pour ne pas être gêné, vous pouvez sortir délicatement le boîtier de son conditionnement et les différents accessoires qui l'accompagnent. Un capot, un haut-parleur pour le bip sonore, les pieds du capot, les caches pour les connecteurs non pourvus, les clés pour le verrouillage du clavier, un câble d'alimentation secteur et le support amovible éventuel de la carte mère. En effet, suivant les modèles de boîtier utilisés, le support de la carte mère est soit amovible, c'est le cas du modèle 609T, soit intégré au boîtier. Retirez les deux vis qui maintiennent le support. Le boîtier intègre déjà l'alimentation. Commencez par connecter, si ce n'est pas déjà fait, le câble d'alimentation qui va à l'interrupteur en se référant au schéma qui est sur le bloc d'alimentation. Puis, assurez-vous du bon fonctionnement de l'alimentation en branchant au secteur, en appuyant sur l'interrupteur de marche et en contrôlant à l'aide de la main que le ventilateur fonctionne. Encore une fois, suivant les modèles de boîtier et pour des raisons d'accessibilité, on commencera par installer soit le disque dur en premier, soit le lecteur de disquette. Après avoir sorti les disques de leur conditionnement respectif et préalablement à toute installation,
Vous devez effectuer quelques repères afin d'en simplifier la connexion ultérieure. Les câbles de connexion de couleur grise ont une extrémité rouge. Il faut toujours s'assurer que l'extrémité rouge et la broche numéro 1 soient réunies. Sur les nouveaux modèles, ce symbole se trouve généralement du côté de l'alimentation. Les repères étant pris, on débutera ici par l'installation du disque dur. Pour cela, il suffit de le faire glisser dans son logement et de visser les 4 vis prévues à cet effet. Attention, un disque dur vibre énormément. Il faut donc s'assurer que les vis maintiennent fermement le disque dur. Le lecteur de disquette vient ensuite. De la même façon, en ayant préalablement effectué les repères qui s'imposent, il suffit de le faire glisser dans son logement et de visser les 4 vis prévues à cet effet. Les 3 cages disponibles sont à positionner sur le devant du boîtier 609T. Une fois ces premières opérations effectuées, on place le boîtier de côté et on se concentre sur la carte mère. Il est intéressant de noter les différentes parties qui la composent. Il y a tout d'abord le BIOS, c'est en quelque sorte le chef d'orchestre de la carte mère. L'emplacement pour les extensions de mémoire, les plus utilisées étant des barrettes SIM. L'emplacement du microprocesseur avec éventuellement un support ZIF, les connecteurs de cartes VLB ou ISA, et la mémoire cache qui évite l'utilisation trop fréquente du disque dur. Toujours avec précaution, placez les entretoises plastiques directement sur la carte mère en fonction du support. Prenez soin de couper les têtes d'entretoises plastiques non nécessaires. Insérez l'entretoise en laiton sur le support de la carte mère. Puis insérez la carte mère sur son support avec 1 ou 2 vis suivant le modèle. Ici, vous n'en mettez qu'une afin de laisser une certaine souplesse à la carte mère. Attention, il y a un sens d'insertion pour le microprocesseur. Il faut tout d'abord repérer le bord coupé. Ainsi, il faut faire coïncider ce bord déterminé avec celui du support également repéré par un signe distinctif. Ici, il s'agit d'un point. Ensuite, il suffit de poser le microprocesseur sur le support ZIF et de le rabattre de la façon suivante. Pour configurer la carte mère en fonction du microprocesseur 386, 486, 25 ou 33 MHz, etc., vous devez vous référer à la documentation appropriée. Prenez les barrettes SIM avec précaution, toujours en évitant le contact avec ses composants, et insérez-les en commençant par le premier emplacement, inclinées de manière à ce qu'elles soient bien dans leur support. Il suffit ensuite de les pousser dans leur support. Ici, nous disposons de 4 fois 1 mégaoctet de mémoire étendue. Pour les modèles de boîtier 609T, revenez au boîtier de façon à y placer la carte mère. Pour les autres modèles, le support de la carte mère est déjà intégré au boîtier. Ensuite, assemblez le tout avec 2 vis, mais sans trop serrer. Une fois toutes ces opérations accomplies, nous allons nous concentrer sur les connexions des différentes alimentations du PC.
Le bloc d'alimentation dispose normalement des connecteurs suivants. 2 grands connecteurs pour la carte mère, 3 ou 4 connecteurs de taille moyenne, 4 broches pour alimenter des disques durs, des lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4, etc. Ainsi que des petits connecteurs, généralement 1 ou 2, de 4 broches pour alimenter des lecteurs de disquettes 3 pouces et demi. Tous les connecteurs de l'alimentation sont protégés contre des erreurs d'insertion, excepté pour la carte mère, où lors du branchement, il faut simplement s'assurer que les fils noirs soient l'un à côté de l'autre, sinon on risque d'endommager fortement la carte mère. En ce qui concerne l'alimentation du secteur 3 pouces et demi, on ne peut pas se tromper. Le petit connecteur correspond au petit lecteur, donc 3 pouces et demi. Le gros connecteur correspond soit à l'alimentation du disque dur, du lecteur 5 pouces 1/4 ou encore d'un CD-ROM. L'insertion est aisée car 2 côtés sont arrondis et les 2 autres côtés sont à angle droit. Notons qu'il reste 2 câbles avec 3 connecteurs en surplus. Ceux-ci sont prévus pour l'installation d'extensions supplémentaires, comme par exemple un autre lecteur de disquette. Suivant les boîtiers utilisés, on dispose de témoins lumineux. Le témoin de mise sous tension Power LED, le témoin de mise en fonction de la vitesse turbo Turbo LED, le témoin d'utilisation du disque dur HD LED. Suivant les modèles de carte mère, il suffira de lire les inscriptions sur les connecteurs. Dans tous les cas, et pour une meilleure compréhension, il faut se référer à la documentation jointe à la carte mère. Attention, le câble du témoin lumineux HD LED se branche non pas sur la carte mère, mais sur la carte contrôleur. La carte vidéo de 1 mégaoctet peut être extensible ou non, suivant le modèle utilisé. On peut noter ici une carte à connecteur VLB, les traits sont plus fins, et voici une carte à connecteur ISA. Placez la carte vidéo dans son connecteur avec précaution en plaçant d'abord l'arrière, puis l'avant, et assurez-vous que la carte est correctement enfoncée dans son connecteur. Attention de ne pas appliquer la carte avec trop de force, car il faut toujours éviter une torsion trop importante de la carte mère. Finalement, vissez la carte ainsi placée au boîtier. La carte contrôleur dispose de plusieurs câbles. Le câble du lecteur de disquette se distingue tout d'abord par sa taille beaucoup moins large que le câble du disque dur. L'emplacement du nœud sur les câbles permet de déterminer le choix du support magnétique A ou B pour les lecteurs de disquette et C et D pour les disques durs. En fait, tout ce qui est après le nœud correspond au lecteur A. C'est le même principe pour le disque dur. Tout ce qui est le plus loin du nœud correspond au disque C. Sont également disponibles le câble du port joystick et le câble du port COM2. Sur la carte contrôleur elle-même, nous disposons d'un port parallèle et d'un port COM1 que l'on utilise le plus souvent pour la souris. Maintenant, nous allons effectuer la connexion des câbles qui permettent la transmission des données du disque dur à la carte contrôleur. Connectez le câble en vous assurant que le côté rouge est bien placé en fonction du repère précédemment déterminé. Puis, effectuez le raccordement sur la carte contrôleur avec précaution. Vous pouvez profiter de cette opportunité pour brancher le témoin lumineux HD LED sur la carte contrôleur, et ceci afin d'être averti du fonctionnement ou non du disque dur. Cette information est importante, notamment pour éviter d'éteindre le PC lorsque le disque dur est en fonction. Ceci aurait pour conséquence de l'endommager. Le raccordement du lecteur de disquette s'effectue de la même façon. Connectez le câble en vous assurant que le côté rouge est bien placé en fonction du repère. Effectuez ensuite le raccordement sur la carte contrôleur avec précaution.
Les deux câbles sont branchés sur le disque dur et sur le lecteur de disquette. La connexion des ports COM et joystick est à effectuer de la même façon que précédemment. Il faut toujours s'assurer que le côté rouge correspond au repère défini. Finalement, on insère la carte contrôleur dans son connecteur avec les précautions d'usage. On place les deux vis, puis on arrange au mieux tout ce qui est câblage à l'aide de petits élastiques par exemple, pour une meilleure accessibilité ultérieure. Suivant les modèles de boîtier, le haut-parleur est déjà placé ou non dans son logement. Ici, ce n'est pas le cas. Puis on connecte celui-ci en respectant les polarités indiquées dans la documentation appropriée. Placez maintenant les caches à l'endroit où les connecteurs n'ont pas été pourvus. Insérez ensuite les 4 pieds en retournant le boîtier. À ce stade, après avoir écrémé quelque peu les différents conditionnements et mis les clés de blocage du clavier dans la serrure appropriée, vous pouvez noter les différents éléments visibles à l'arrière du boîtier du PC, le ventilateur, l'alimentation de l'écran, l'alimentation secteur du PC, le connecteur clavier, le port COM2 25 broches en mâle, le port joystick femelle, le port 25 broches femelle plus connu sous le nom de port parallèle, le port COM1 9 broches en mâle et le connecteur vidéo 15 broches femelle. Reliez maintenant l'écran au connecteur vidéo. Puis son alimentation. Le clavier à l'unité centrale. Et enfin l'alimentation secteur à l'unité centrale. Voilà, vous disposez d'une configuration matérielle finalisée. Mettez le PC sous tension et vérifiez l'existence de l'affichage sur l'écran vidéo. Étant donné que le système d'exploitation ne se trouve pas encore installé sur le disque dur, vous obtenez un message d'erreur. Relancez l'ordinateur en pressant simultanément sur les touches CTRL, ALT et SUPRE. Maintenez appuyée la touche SUPRE du clavier. Il faut déterminer le type de disque dur et cette détection est aujourd'hui automatique. Validez la configuration ainsi déterminée par Yes, suivi de la touche Entrée. Il n'y a pas de disque dur D. Utilisez donc la touche Échappe du clavier, puis acceptez la configuration par Yes. C'est ici notamment que vous modifiez l'heure et la date système à l'aide des touches Page Haut et Page Bas. Modifiez le WP-COM du disque dur à 0 pour éviter des problèmes éventuels de formatage. Et modifiez la configuration en disque de 1,44 mégaoctets. La rubrique Keyboard passe de Non Installed à Installed. Le menu Advanced CMOS Setup permet de modifier le Boot Sector Virus Protection de Enabled à Disabled. C'est ici également qu'un mot de passe peut être affecté à votre PC. Floppy Drive Seek at Boot Enabled permet de rechercher un système d'exploitation directement sur le lecteur 3,5 pouces avant le disque dur. Enfin, la touche de fonction F10 sauve les modifications et permet de sortir de la configuration en validant par entrée.
Tout ordinateur a besoin d'un système d'exploitation pour utiliser au mieux les différentes applications logicielles disponibles sur le marché. L'ordinateur demande d'insérer une disquette, en l'occurrence la disquette numéro 1 de MS-DOS 6. Il suffit ensuite de répondre aux questions posées. Après avoir utilisé les 3 disquettes MS-DOS lors de l'installation, placez celle-ci en lieu sûr afin qu'elle soit protégée au mieux. Finalement, pour conclure cette séance de montage, mettez l'ordinateur hors tension en débranchant les câbles d'alimentation, le clavier et l'écran afin d'assembler le capot et son boîtier. Le montage d'un lecteur CD-ROM suppose que vous disposiez d'un emplacement 5 pouces 1/4, un slot ISA 16 bits de disponible et un branchement d'alimentation. Il est à noter qu'il existe des doubleurs d'alimentation au cas où vous ne disposez pas de câble disponible. Le package d'installation comprend un lecteur CD-ROM ayant la même dimension qu'un lecteur 5 pouces 1/4, une carte d'interface ISA 16 bits, un câble de transfert de données, un câble de son, une disquette driver, 4 vis et une notice d'installation. Débranchez les cordons du clavier, de l'écran, ainsi que l'alimentation secteur. Retirez ensuite le capot du boîtier. Retirez maintenant l'un des caches 5 pouces 1/4. La face arrière du lecteur de CD-ROM se compose d'un connecteur pour le câble de transmission de données, d'un connecteur pour le câble audio et le connecteur d'alimentation venant du PC. La carte d'interface, quant à elle, présente les éléments suivants: le branchement du câble de transmission de données, le branchement du câble son qui communique avec 2 sorties pour le renvoi sur un amplificateur éventuel. Il est à noter que si vous disposez d'une carte son avec ce même type de connecteur, le câble audio pourra se connecter directement sur la carte son. Vous remarquez ici les jumpers pour la configuration spécifique éventuelle des circuits et des DMA détaillés dans la notice d'utilisation. La mise en place du lecteur s'effectue simplement en l'insérant par l'avant du boîtier et en le vissant à son support. Connectez maintenant le câble de transmission de données à la carte d'interface suivant les indications des repères déjà vus précédemment, puis connectez le câble audio. Libérez une ouverture à l'arrière du boîtier du PC, puis introduisez la carte d'interface et fixez-la au boîtier. Il nous reste maintenant à brancher les câbles de données audio et alimentation au lecteur de CD-ROM. Après avoir rebranché le clavier, l'écran et l'alimentation du PC, mettez l'ordinateur sous tension. Nous pouvons vérifier que le lecteur est bien alimenté en ouvrant son tiroir. Insérez ensuite la disquette dans le lecteur A. Tapez au clavier A 2 points, suivi de Entrée pour se mettre sur le lecteur de disquette, et tapez Setup ou Install suivant le programme d'installation. Il suffit ensuite de suivre les indications à l'écran. Il est à noter que pour les possesseurs du système d'exploitation MS-DOS 6.2, il est nécessaire de modifier l'auto-exec.bat en remplaçant le répertoire bin de cette ligne par le répertoire DOS.
Après avoir sauvegardé le nouveau fichier AutoExec, il suffit de relancer la machine par la combinaison des touches CTRL, ALT et SUPR pour que les modifications soient prises en compte. Le lecteur CD-ROM est maintenant opérationnel sur le lecteur D. L'ensemble kit carte son comprend généralement la carte son elle-même, une ou plusieurs disquettes d'installation, ainsi qu'une notice d'utilisation. Il est recommandé d'ajouter à cette configuration une paire de haut-parleurs non fournis à l'origine. En règle générale, les cartes son sont en format ISA 16 bits. On peut remarquer différents éléments comme le connecteur de CD audio, l'amplificateur en général de 2 x 4 watts, le double convertisseur analogique numérique qui fait la qualité de la carte son, le synthétiseur FM, puis à l'arrière de cette carte son, un connecteur pour lecteur de CD-ROM. Ce connecteur étant propriétaire, il faut vérifier avant tout montage quelles marques peuvent être montées sur ce connecteur. Il est à noter que les jumpers de la carte ont une configuration par défaut et pourront, le cas échéant, être modifiés grâce à la notice d'utilisation s'ils entrent en conflit avec le reste du matériel. L'insertion de la carte ne posant aucun problème particulier, nous pouvons apercevoir à l'arrière du boîtier les connexions suivantes. L'entrée son qui permet la capture de son à partir d'une chaîne hi-fi par exemple, l'entrée micro, le potentiomètre de réglage du niveau sonore de sortie, la sortie haut-parleur, et enfin une sortie pour un joystick ou une interface MIDI. Il est à noter que les fiches d'entrée son et de sortie HP sont de type Jack 3.5 stéréo. La partie installation logicielle s'effectue de la même façon que le lecteur CD-ROM. Nous espérons que ce film vous aura permis de mieux appréhender la conception et le fonctionnement de votre compagnon idéal. Il ne vous reste plus qu'à abreuver votre PC d'applications logicielles en tout genre, en attendant les prochaines mises à jour de votre matériel chez Surcouf.